Un programme chargé ce soir, n'est-ce pas, François-Louis? Oui, tout à fait. Plein de choses à voir encore ce soir, des présentations et des choses très intéressantes, j'espère. Moi qui est le bitonio, très utile pour avancer et pour saluer les nouveaux membres. Ils sont 6. On fait comme d'habitude, je crois, Morgan. On va les présenter lors du repas. Vous avez vu, on n'est pas au même endroit que d'habitude aujourd'hui. On est monté d'un étage. Pour ceux qui sont arrivés tôt, la vue est vraiment superbe. Et si vous avez vu, la salle de restaurant est juste à côté. Ils nous ont fait 4 tables pour nous tous. C'est superbe. Et je pense qu'on saisira l'opportunité de ce bel endroit pour faire comme d'habitude maintenant, c'est-à-dire de présenter les invités lors du repas. On présentera les nouveaux membres et les 2 invités qui ne sont pas là, mais qui sont là. Voilà, les 2 invités, Jean-Louis et Romain, qu'on présentera tout à l'heure. Vous êtes là? Super, bienvenue. Et sans plus tarder, on va parler du cœur du sujet, Business Angels, avec Richard. Richard est avec nous ce soir. Génial, bienvenue Richard. Bonsoir à tous. Très heureux de vous voir. Encore une fois, moi je ne vois pas vos têtes. C'est un grand plaisir. En plus, je vois des nouveaux visages, des anciens visages, surtout celui qui est à l'extrême gauche. Je vais vous faire le point sur l'actualité du comité BBA. Il s'articule sur 3 points différents. En premier, il y a l'annonce de dossiers qui ont été reçus depuis la dernière réunion où François Louis, j'ai regardé la vidéo, il a été impérial. Donc tu m'as mis des complexes personnellement. Deuxièmement, il y a le projet de Hello Asia, c'est Elodie qui est membre et on va travailler un petit peu avec elle et François Louis. Elle va vous présenter un très très beau dossier. Et le troisième, c'est vous parler un petit peu comme je l'ai fait en septembre et octobre. Il y a déjà eu 3 réunions de la cellule investisseur et je vais vous donner un petit feedback et vous donner une nouvelle. Il y a presque une lettre d'intention avec notre ami Johan pour financer son business. Il était venu au mois de juin, la première fois 2017, faire sa présentation. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ici. Hein, au 3e étage. Ah oui. Ensuite, il est revenu au mois de septembre. Voilà, il est revenu au mois de septembre. On l'a retravaillé un petit peu à la moulinette avec François. On l'a ramené un petit peu sur terre. Il a fait un business plan plus réaliste. Et on est presque prêt. Donc il y a 6-7 personnes, et je vous en dirai un petit peu plus. Il m'a autorisé à parler ce soir. Merci beaucoup. Et si j'ai bien compris, Pierre va vous faire un petit point d'information. Comme tu étais là, tu n'étais plus là, et puis tu es revenu. On va en profiter. Voilà, tu es resté. Tiens, Pierre. Déjà ou non, c'était après. Si tu veux parler tout de suite. Donc je vous propose de passer à annonce de dossier nouvellement réceptionné. Donc je ne vais pas répéter ce que vous a dit notre ami François Louis. Néanmoins, on a rencontré aujourd'hui... il y a un petit pointeur ou c'est... Voilà, on a rencontré aujourd'hui 2 personnes que je ne connaissais pas. François Louis les connaissait, c'est Vedas PTE, j'imagine, c'est Singapour. Ils ont changé leur projet, c'est des objets connectés. Ils nous ont paru avec une grande valeur ajoutée dans leur projet. C'est non seulement vendre des objets connectés, mais ils ont développé leur business depuis la première fois où, je pense, Frédéric Besson, quand il était encore à Bangkok, et François Louis les avaient rencontrés. Ils vendent du service. Ils semblent hyper bien ficelés. Ils vont nous envoyer les chiffres et le business plan. Et on leur a dit que vraisemblablement, le 7 décembre, si on reçoit les documents, ils seront invités pour présenter à la cellule investisseur et éventuellement revenir le 14 décembre à la réunion mensuelle. Et au Asia, je ne vais pas vous en parler, parce qu'Elodie le fera certainement mieux que moi. YouOpinion, c'est notre ami Emmanuel Fauvel via la French Tech qui nous a envoyé ce dossier. J'ai rencontré les 2 personnes, c'est un néerlandais et j'ai oublié la nationalité du deuxième partenaire. C'est une application, j'ai eu du mal à comprendre, même si j'ai passé 1 heure avec eux, où l'idée c'est de faire du partage communautaire et où l'opinion d'un expert sera payée entre 5 et 10 $ par rapport à un client qui demande une opinion. Donc j'ai demandé à François Louis, parce que je ne veux jamais qu'il les rencontre seul. Ensuite on les rencontrera tous les 2, et au mois de décembre éventuellement,
Ils viendront présenter leur projet. Ensuite, il y a un projet, c'est Morgan qui me l'a envoyé. J'imagine que c'est un ami à toi. C'est une école de langue. C'est lui qui m'a cité Montessori. Il a besoin, alors il ne sait pas si c'est des levées de fonds, s'il a besoin de faire un emprunt. J'imagine qu'il a été un peu massé par notre ami Morgan, lui disant que toi, tu n'avais pas fait une levée de fonds, tu avais fait un emprunt avec des investisseurs. Ils ne sont pas rentrés au capital, ils t'ont prêté de l'argent. Exact. Il m'a plus donné de nouvelles depuis le 21 octobre. Et il y a un projet que Emmanuel, c'est un pourvoyeur sans fond, pardon, sans fin, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est une fatalité. J'avais vu il y a 6 mois un reportage sur BFM Business. Il a créé une application, donc c'est un Français qui a vécu à Bangkok pendant 10 ans, qui est parti il y a 3 ans. Il a créé une appli pour toucher, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je vous le ressors pour mon savoir, les CSP-, catégories socio-professionnelles-, et qui permet avec son application de économiser 40, 50, 100 euros par mois. Et il a signé des accords avec des banques. Et l'idée étant qu'ils veulent attirer une nouvelle clientèle. Donc on le voit lundi à 17h30 avec François Louis. Et je pense que la personne était hyper saine, le projet est hyper sain. Il a aujourd'hui une base de données sans avoir dépensé un centime en marketing de 10 000 personnes. Effectivement, je crois qu'on a un projet qui est plutôt très très bien ficelé, qui génère du chiffre en Europe déjà, et qui vient de s'installer en Asie pour plein de raisons, dans le cadre d'une diversification. Je ne suis pas certain que la levée de fonds soit l'unique alternative pour le lancement de ce projet-là, mais c'est un joli projet, et mené à bien par des têtes très 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 bien faites. Ça veut dire par là que les gens qui sont à la tête de ce projet-là sont très 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 malins, mais dans le bon sens du terme. Donc effectivement, on va travailler dessus, Richard, mais c'est un joli projet. On a commencé à en parler hier, et c'est vraiment très très intéressant, mais on en reparlera. Ensuite, je voulais préciser que dans la cellule investisseur, il y a d'autres personnes qui sont venues avec des idées pour élargir un peu le sourcing, parce que quand vous regardez, c'est tout BBA, c'est ce qui est très bien, et l'idée c'était de multiplier le sourcing. Philippe Brémard, que je remercie, a pris contact avec un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle OSMEP, d'animation, et on a rendez-vous, si je ne dis pas de bêtises, le 20 novembre. Et qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? C'est plein de startups, j'imagine, qui sont dans le graphique, dans la vidéo. Alors, ils sont thaïlandais, mais ils parlent anglais, parce que moi, je ne parle pas un mot de thaï. Et on les rencontre le 20 novembre. Donc, merci beaucoup à Philippe. L'idée est d'élargir un petit peu le sourcing. Tu veux nous en parler, Philippe? Non. Ça va mieux là? Ok. L'OSMEP, c'est le service du gouvernement qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. Donc pour pouvoir promouvoir l'économie en Thaïlande, ils ont tout un tas d'incentives dans le groupe. Donc l'idée, c'était de dire, on va, nous en tant qu'investisseurs, prendre contact avec des sociétés intéressées pour du financement, des startups, des sociétés qui ont besoin, mais aussi ouvrir la porte dans l'autre sens, et pour toutes les sociétés du BBA qui vont démarrer, toutes les sociétés, vos sociétés à vous, leur faire bénéficier aussi d'un tas d'avantages qui existent pour les PME ici en Thaïlande. Donc il y a un fonds du gouvernement pour le venture capital très intéressant. Il y a des prêts bancaires qui sont cautionnés par des cautions du gouvernement. Pour ceux qui n'ont pas de biens ou de choses à mettre en caution, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas et qui peuvent être intéressantes pour toutes vos sociétés. Donc on est en train d'ouvrir cette porte et pour pouvoir démarrer tranquillement, doucement, ils nous ont mis en contact avec un des groupes, une des filières intéressantes, qui est tout ce qui est images virtuelles, ceux qui font les films, les dessins animés, toutes ces choses-là. Et on va commencer avec ce groupe, et puis si ça se passe bien, après on ouvrira avec un autre groupe qui peut être dans l'industrie, qui peut choisir le domaine d'activité qu'on veut, et nous mettre en relation avec des sociétés qui ont besoin de financement et des startups.
Merci à toi, Philippe. Et ensuite, à titre personnel, c'est pas pour parler de moi, mais il y a une nouvelle source. J'ai été invité le mois dernier par un incubateur, je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, j'imagine que c'est quelqu'un d'entre vous qui a dû parler très positivement, qui s'appelle Impact Tech, qui est né à Singapour. Ils sont à Tokyo et ils ont ouvert il y a quelques mois un incubateur et j'ai rendez-vous mardi prochain, pas loin de Saturne. Et ils me disent qu'il y a 25 à 30 entrepreneurs de start-up. Donc je ne les ai pas encore vus. L'idée c'est de faire du coaching et également de faire du mentoring, ce qu'ils appellent un face-to-face. Donc je vous en dirai plus quand je vous vois en janvier 2018. Elodie, tu es la bienvenue, j'ai fini. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Les micro-BBA, donc on fait, Mylène a eu la gentillesse donc de communiquer ce message qui en fait est un rappel par rapport à ce qu'on avait dit avant et pour lequel j'ai eu des remontées positives, soit par email, soit dans les discussions que nous avons eues un petit moment auparavant. Alors pour ceux qui n'étaient pas en circulation sur ce message, un rappel, c'était l'activité donc micro BBA. Bon, elle fait partie de la cellule investissement. Le profil de l'investisseur, une personne qui souhaite avoir une activité donc formelle, donc passer au stade société, ou qui a créé, qui a enregistré sa société, qui a donc des besoins de financement à hauteur donc de 1 million. C'est un seuil que l'on a, 1 million de bahts, c'est un seuil que l'on a défini de façon à ce qu'il y ait quand même une séparation ou qu'il n'y ait pas une cannibalisation, c'est un grand mot, enfin je ne connais pas d'autre par rapport à l'activité que Richard vient de détailler. Alors, il faut avoir une approche pragmatique par rapport à cette activité. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est uniquement des nationaux, des gens du pays? Pas nécessairement. Frédéric m'a dit Frédéric Etienne Blette, donc il faudrait 2 millions pour qu'un non-taille puisse postuler, sauf s'il a déjà créé sa société, donc ça pourrait être une possibilité donc d'élargir au non-taille, donc ma foi, une fois de plus, pragmatisme, mais on garderait donc ce seuil maximum de 1 million. Surtout, ce qu'il faut, c'est un bon sens du business, avoir la volonté de se structurer, et puis accueillir les gens avec l'idée de les mettre en confiance. Je crois que c'est important. Actuellement, une personne qui nous a contactés et qu'on suit, donc c'est une des nombreuses professeurs de taille en freelance que l'on connaît ou avec lequel on travaille ou on a travaillé, et qui aimerait maintenant créer son école de langue avec un panneau, avec une structure. Bon, voilà, donc c'est ce profil sur lequel nous travaillons. Et je pense que c'est dans notre proximité qu'on peut rencontrer les prospects. Donc c'était aussi une des raisons du message. Donc si autour de vous, les gens pensez on peut aider et assister, eh bien il ne faut pas hésiter donc à nous contacter, enfin à me contacter. On prendra le temps nécessaire. La langue, ma foi, il faudra peut-être surmonter quelques obstacles, mais comme quelqu'un m'a dit, c'est une bonne motivation pour ceux qui ne parlent pas le thaï encore comme moi, d'être encouragés de faire donc des progrès dans cette direction. Mais de toute façon, une fois de plus, il ne faut pas que ce soit un obstacle et un no-go pour cette activité. Voilà. Je crois que c'est de ce que j'ai dit. Il y a des questions, mais sinon... Merci Pierre. En tout cas, merci pour la réaction de ceux qui ont réagi. Je suis à votre disposition pour en parler après, puisqu'on me l'a demandé séparément. Très bien. On va donner ce micro. Oui, Elodie, là c'est à toi. Et dans l'autre main, le petit.
Tout d'abord, je tiens à remercier Richard et Louis-François, comme tu l'as dit tout à l'heure. François-Louis, je m'excuse. Comme Richard le disait tout à l'heure, ils m'ont accompagné ces dernières semaines et m'ont été d'un fort soutien pour que je puisse me préparer et présenter la semaine dernière auprès de la cellule des investisseurs et aujourd'hui auprès de vous. Donc mon projet, certains d'entre vous le connaissent. J'avais présenté au mois d'avril ou au mois de mai, avant même que je rejoigne cette société. Donc ce projet, c'est EOAsia, Extraordinary Asia. C'est une plateforme en ligne qui propose des activités et des tours de qualité dans toute l'Asie du Sud-Est, avec un gros marché sur Bali en Indonésie, mais également en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et dans d'autres pays. C'est une plateforme qui est disponible donc, sur Internet, web mobile, une plateforme qui est en anglais. Donc la majorité de nos consommateurs sont anglophones, en grande partie en provenance d'Australie, mais aussi des États-Unis, et de pays asiatiques que je qualifierais de matures comme Hong Kong, la Malaisie et Singapour. On a aussi une clientèle grandissante en provenance d'Europe, mais aussi d'Inde, du Pakistan et des Émirats arabes. C'est une clientèle qui a à peu près 24 ans, 34 ans, ou 34 ans, 44 ans, ça va être la couche-tranche. Et ce qui les qualifie, ce sont des gens qui recherchent de la simplicité, d'où le fait d'aller acheter en ligne de manière efficace, mais aussi des gens qui recherchent des récompenses, donc qui veulent vraiment se faire plaisir pendant leurs vacances. Donc le bénéfice pour les voyageurs, c'est le fait de pouvoir réserver de manière facile et sécurisée sur une site internet, d'avoir un choix d'activités de qualité, car elles ont été testées et sélectionnées par nos soins, et d'avoir une assistante personnalisée, parce qu'on tient vraiment à ce que notre service de clientèle, notre service support, soit vraiment présent aussi dans le cas pour conseiller les consommateurs et faire le suivi. Pour les opérateurs, le bénéfice, c'est qu'on leur donne une présence en ligne. Le schéma traditionnel du voyage va être que quelqu'un, par exemple en France, va aller voir une agence de voyage. Cette agence de voyage va leur préparer un voyage, parfois sans même avoir mis les pieds dans le pays de destination. Dans le pays de destination, il y a une agence réceptive qui, elle, travaille avec des opérateurs locaux. Donc nous, vraiment, on met en avant directement les opérateurs locaux. Donc on leur donne une surface de visibilité supplémentaire à 0 frais. Donc on ne les fait pas payer pour ça, il n'y a pas de commission. La seule commission en fait, qu'on va toucher, c'est une petite commission au-dessus de leur prix d'agent. Pour vous donner un petit historique, la plateforme a été créée en 2013 par Florian Lecarme, qui est aussi français. Il vivait à l'époque à Singapour et il s'était aperçu que c'était très compliqué de réserver justement des activités de qualité à distance. Il cherchait à organiser une bachelor party pour un ami à lui à Hong Kong et c'était c'était très compliqué pour s'assurer de la fiabilité, de la qualité, de la sécurisation pour payer, d'être bien sûr de recevoir le produit. Donc voilà, il a eu ce concept-là. Il était seulement à part-time parce que c'est quelqu'un qui a un serial entrepreneur, il avait d'autres projets à côté, il a vraiment monté celui-ci par passion. En 2014, c'est une année qui a été dédiée principalement à sourcer les activités. Donc il y a eu une équipe qui a voyagé dans toute l'Asie du Sud-Est, qui a testé et sélectionné les activités à mettre sur la plateforme. C'est aussi l'année où ils ont commencé à développer la plateforme. Donc c'était le proof of concept. En 2015, EOAsia a été prise par le programme d'incubation de médiapreneurs. En 2016, ça a été un peu une plaque tournante un peu négative. Florian Lecarme a pris connaissance d'une maladie très grave à laquelle il était atteint, donc il a dû se retirer du projet. Le CEO, Guillaume Picard, a suivi, surtout pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'il s'apercevait lui-même qu'il n'était pas qualifié pour faire monter le projet au-delà. Donc voilà, moi je suis arrivée en 2017.
au mois de juin, le 21 juin pour être précise, le jour de l'été. Je vais passer ma présentation de moi, parce que la majorité des gens me connaissent, par ma présence au BBA, par la French Tech, par mon poste que j'avais précédemment. Là, c'est une petite overview de competitors qui suivent tous un modèle un peu similaire au nôtre. La majorité de ces compagnies-là sont nées par en général par cette même histoire en fait, de quelqu'un qui voulait organiser quelque chose à distance et c'était compliqué. Ils ont chacun en général commencé par un marché bien précis. Donc Be My Guest ils sont très établis à Singapour. Eux, ils sont plus dans l'expérience vraiment locale, culturelle. Tour Radar font plutôt des tours et des packages, alors que nous, ça va plutôt être des activités que je qualifierais de à la carte, de demi-journée, de journée. Klook sont à Hong Kong, Viator, qui est le plus gros, le plus global, le partenaire de TripAdvisor, et Voyaging, qui est commencé au Japon. Une grosse différence avec nous, c'est que eux sont plus à la recherche en fait du volume, donc ils vont plus être à la recherche de la masse et d'être moins justement derrière cette sélection en fait de produits. Ils vont vraiment tout proposer. Ils ont aussi tous donné les moyens techniques en fait pour les opérateurs locaux de eux-mêmes en fait pouvoir uploader leurs activités directement sur le site internet, alors que nous c'est encore nous qui sélectionnons. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps avec ma venue à UAGIA, c'est que j'ai observé le marché, j'ai observé la société, et par rapport à mon profil et par rapport à ce que je ressentais en les rejoignant, j'ai décidé de changer un peu la stratégie parce qu'à l'époque, eux aussi justement, l'équipe précédente cherchait le volume, et moi je me suis dit qu'il valait mieux, dans un premier temps en tout cas, aller plus à la course vers la qualité que vers la quantité. La qualité d'une part pour nous différencier davantage des autres, pour cibler davantage aussi nos consommateurs, faire davantage de produits tailor-made, de produits uniques, de produits premium et de produits haut de gamme. Par contre, je veux automatiser certaines choses parce qu'à un moment donné, il faut quand même faire du volume, mais je tiens quand même toujours à avoir un service de clientèle vraiment de qualité. Et donc, ceci résulterait de manière logique à également aussi avoir des marges plus hautes, des marges plus intéressantes, qui justement compenseraient un volume un petit peu moindre que d'aller vers la masse. Donc dans un premier temps, depuis juillet, ce que j'ai fait, c'est, comme je disais, c'est que j'ai observé, j'ai audité, j'ai restructuré. On avait un catalogue qui est gros, donc 3500 activités. Donc ça demande beaucoup de travail derrière pour s'assurer justement d'une part de la qualité, mais aussi que ce soit toujours à jour. Donc on a travaillé beaucoup intensément dessus, quitte à faire des choix justement et supprimer des activités qui ne me plaisent pas personnellement et qui ont aussi... qui n'ont pas leur place en fait sur la plateforme, qui ne sont pas du tout de la qualité ou du choix que je pense les voyageurs que je veux conquérir choisiraient. Donc des prix aussi qui étaient un peu outdated, donc certaines ventes parfois à la perte, dû au fait que les prix affichés n'étaient malheureusement pas les bons prix, des commissions qui étaient basses, un positionnement qui était assez flou, parce que justement ils étaient plus sur la qualité, ils avaient du très haut de gamme, mais ils avaient aussi des produits backpackers. Donc voilà, j'ai recentré un peu tout ça. On avait également des frais très élevés, notamment des frais opérationnels, des frais, les salaires, voilà. Les salaires, voilà. Donc j'ai pris des actions pour remodeler un petit peu tout ça, notamment aussi réduire donc, ces fameux frais de 30%. Et j'ai pu obtenir des premiers résultats en septembre plutôt favorables. Donc on a un panier un panier moyen qui a augmenté. Alors quand je suis arrivée en juin 2017, ce panier était de 220 Singapour dollars.
En septembre, il était de 322 dollars. Donc le fait de ne plus vendre de petits produits à grande quantité finalement ne change pas en fait pour notre balance, pour notre cash flow, parce qu'il n'y avait pas de marge. Mais en revanche, voilà, on commence à se recentrer vers des beaux produits. Donc voilà, juste la petite illustration pour montrer la différence en octobre 2016 et en septembre 2017, donc la marge nette par booking, et la comparaison octobre 2016 jusqu'à septembre 2017, l'évolution du panier. Actuellement, donc ça c'est une moyenne sur les 13 derniers mois, les 12 derniers mois. Donc on a en moyenne 130 demandes, donc ça va être des demandes qui vont venir du chat, des demandes qui vont être sur Facebook, des demandes qui vont être directement sur notre adresse email. On a à peu près en moyenne aussi 110 bookings confirmés, donc confirmés qui ont été complétés. Une 160aine de bookings, donc il y a quelques bookings qui sont pending, il y a quelques annulations, il y a quelques bookings qui sont encore en attente d'être autorisés, parce qu'on a certains produits uniques, par exemple un dîner romantique dans une grotte à Bali, où il y a juste une seule place, par exemple tous les jours à 18h, donc on a pas mal de personnes en attente en fait, en espérant qu'il y ait un désistement par exemple à la date à laquelle ils ont indiqué. Ah, pardon? Bah écoute, la prochaine fois que j'y vais, je vais nager, je vais creuser, je vais voir. Des 130 demandes, on a à peu près un taux de conversion de 10%. Le reste va provenir de manière organique, 35%. 24% direct, ça va être plus ceux qui ont regardé peut-être le mois dernier, le mois d'avant, qui ont sauvegardé la page, qui ont enregistré le lien, qui ont enregistré notre nom et qui vont revenir vers nous. 20% de referrals, donc ça va être avec des partenariats qu'on a, notamment de blogueurs, d'influencers ou de magazines en ligne qui référencient nos produits. 20% proviennent de notre blog et 1% proviennent de notre page Facebook. Donc la majorité de notre visibilité se passe donc en ligne par notre blog. On a 45 000 sessions, 21 000 sur notre site internet. Et une fois de plus, le trafic en fait va provenir de manière similaire en fait à celui de la conversion. Donc ça va principalement être par direct et par organique. Ensuite le blog et ensuite les referrals. J'y vois personnellement beaucoup de potentiel parce qu'on part quand même de loin. Voilà. Je pense qu'en intensifiant et en optimisant toutes les démarches marketing, de business development, donc en particulier en essayant de créer des partenariats qui soient niches, par exemple dans certains domaines, le tourisme médical, le tourisme du wellness, le tourisme spirituel, des partnerships également avec des groupes de villas par exemple, ou avec des groupes d'hôtels. En faisant davantage de SEO, de AdWords, ça nous permettrait d'avoir davantage de trafic sur la plateforme et du coup d'optimiser nos bookings en travaillant aussi sur notre contenu parce que c'est notre blog qui est quand même notre vitrine. Donc on a également aussi besoin de continuer à travailler sur notre blog. En développant davantage aussi le B2B, on commence à faire des partenariats. Là, je suis sur le point d'ailleurs de signer un partenariat avec un OTA spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, qui sont aussi dans une démarche de restructure, de relancement et qui est aussi, qui pourrait être un bon allié pour augmenter notre volume. Mais aussi en développant notre marché. Donc, comme je disais tout à l'heure, nos principaux clients sont les voyageurs, mais en essayant de targeter davantage aussi les expatriés qui vivent en Asie pour avoir davantage de clientèle récurrente et de loyauté. Ce serait des choses que je voudrais faire avec le marketing. Beaucoup de choses à faire aussi pour le développement de produits. Donc comme je disais tout à l'heure, nettoyer le catalogue et tout ça, mais aussi développer des nouveaux produits, des produits qui puissent nous aider aussi à grandir davantage. Donc je pense notamment à des e-vouchers
C'est quelque chose qu'on va normalement lancer au mois de novembre. Donc ça pourrait être à deux sens, c'est vraiment des vouchers cadeaux pour le B2C. Je pense notamment par exemple à Noël qui arrive, mais sinon aussi pour les mariages, les anniversaires et tout ça. Mais ça peut très bien être aussi des vouchers cadeaux, des démarches auprès des entreprises en fait, qui veulent, des entreprises qui ont des programmes de bénéfices pour leurs employés qui pourraient potentiellement être intéressés par ce genre de produits, customiser davantage, d'avoir vraiment des produits qui soient absolument uniques et propres à IOAsia. Travailler davantage aussi sur des packages de groupe. On a régulièrement des demandes pour 10-12 personnes. Jusqu'ici, on était plutôt réactif, mais là je pense qu'on peut aussi avoir une démarche d'autant plus active à vraiment proposer ce type de package pour les groupes. En Haïti, on a potentiellement aussi beaucoup de travail à faire au niveau de nos développements partenariats. Donc pour donner davantage envie à des partenaires de travailler avec nous et d'avoir davantage de valeur ajoutée pour eux, notamment pour la collection de données, notamment pour un dashboard pour qu'elles puissent suivre aussi en real time le nombre de ventes qu'elles ont avec nous plus précisément. Optimiser tous les process liés au service de clientèle, faire davantage d'automatisation aussi pour upseller des produits, faire des follow-up et des reminders. Jusqu'ici, ça reste encore très manuel. Lancer également davantage de programmes de referrals, de loyalty, améliorer notre interface pour pouvoir convertir encore plus. Et je vois aussi une opportunité à avoir vraiment une entité ici à Bangkok pour pouvoir aussi leverage sur avec la manpower un peu plus low cost présente en Thaïlande. Donc là, c'est un petit calcul conservateur, mais qui parle. En admettant qu'on obtenait 5 familles d'expatriés à acheter sur notre plateforme, ces familles-là ont leur propre famille qui va leur rendre visite. Ils vont également voyager en Asie, probablement pendant leurs vacances, en admettant qu'on signe une partnership stratégique, et c'est le cas, j'en signe régulièrement, j'ai une slide dessus un peu plus loin où je peux vous montrer les partenariats que j'ai obtenus depuis le mois de juin. En admettant qu'on vend 10 e-vouchers, ou plutôt des e-vouchers à 10 compagnies, dizaines, et qu'on fasse 2 groupes de package, on aurait déjà 130 bookings de plus, qui correspondent déjà aussi au double de bookings mensuels qu'on a. Il me manque une slide, mais ça c'est la faute à Emmanuel. Tout ça, en fait, en plus le trafic supplémentaire qu'on pourrait obtenir par notre travail marketing, notre contenu, notre support IT et tout ça, il y a une croissance potentielle assez évidente. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je cherche à lever 150 000 Singapour dollars. Donc ce serait un investissement qui serait vraiment pour justement nous permettre cette accélération, nous permettre de se développer d'un point de vue marketing, d'un point de vue IT, d'un point de vue business development comme je le présentais juste avant. Ça nous permettrait, selon mon forecast, de pouvoir faire une année 2018 de croissance, d'atteindre un break-even en 2018, pour ensuite grandir et voler de nos propres ailes pour les années suivantes. Donc 150 000 Singapour dollars, on donnerait un pourcentage d'équité de 27%. On recherche au-delà d'un investisseur vraiment un partenaire. Moi, à titre personnel, je recherche aussi un mentor, quelqu'un qui aurait une connaissance potentielle sur l'industrie, sur le marché, qui pourrait également nous aider à obtenir davantage de partnership. Donc on propose également un siège au board. En tant qu'exit optionnel, donc plusieurs scénarios possibles, mais ceux qui me paraissent le plus cohérents sont notamment une fusion, une acquisition par des groupes OTA qui cherchent la complémentarité à leurs services.
des groupes d'hôtels ou également d'autres plateformes de tours et d'activités qui n'ont pas encore justement développé le marché un peu plus haut de gamme, et ça pourrait être en complémentarité de ce qu'ils proposent. Donc la répartition des frais, des fonds serait justement vraiment basée sur ces activités dont je parlais juste avant. Donc 35% en gros sur le marketing, 35% sur l'IT, 15% sur la partie product development et support, et 15% pour monter une entité à Bangkok. Ça représente à peu près 54% de marketing, donc pour le contenu, pour le SEO, pour les relations publiques et j'en passe, 56% de développement et 56 000 Singapour dollars, pardon. Ensuite, à peu près 13, à peu près 21 pour la création du Rep Office et pour le développement produit. Donc comme je le disais, un break-even d'ici la fin 2018. J'ai fortement donc réduit les coûts le mois dernier, enfin les 2 derniers mois. Donc on est passé de 39 000 Singapour dollars à 25 000 Singapour dollars. Donc là c'est vraiment pour nous repartir et aussi me donner l'opportunité de recréer mon équipe, parce que l'équipe que j'avais précédemment n'était pas forcément l'équipe que j'avais choisie et l'équipe la plus en cohérence avec mon projet. Mais avec des fonds à partir de décembre-janvier, donc on repartirait sur de nouvelles bases. Donc je réaugmenterai ces coûts fixes pour pouvoir avoir mes objectifs. Donc je prévois une augmentation de booking, une augmentation de volume, avec les raisons dont je parlais précédemment, les affiliations, les partenaires, les nouveaux produits type voucher, davantage d'expatriés, davantage de fidélisation. Donc des ventes qui augmentent, des revenus qui augmentent aussi, parce qu'on travaille à renégocier par exemple nos contrats avec nos opérateurs, on cherche à augmenter notre marge. Donc une croissance assez forte. 2018, 2019, 2020, comme je le disais, à partir de fin 2018, on volerait de nos propres ailes pour pouvoir atteindre des chiffres plus intéressants, une croissance assez grande, de pouvoir continuer. Là, c'est les partenaires dont je parlais précédemment. Donc depuis le mois de juin, j'en ai signé 9. J'en ai 2, un qui est sur le point de signer, un autre qui est assez intéressant aussi, c'est avec une start-up qui déploie des applications propres à des groupes d'hôtels. C'est une espèce d'application un peu concierge où les gens peuvent vraiment tout booker sur cette application, que ce soit le massage, le taxi, les services de l'hôtel, mais également des activités. Donc on est en train de voir avec eux justement comment pouvoir sélectionner nos activités à mettre sur cette application. Donc voilà, en recherche toujours. Ça c'est mon board of directors. Donc il y a Jean-Édouard Marcorel qui va plus me conseiller sur ce qui est toute la partie finance administrative. Il est CFO d'une boîte de cosmétiques en Europe qui s'appelle Coty. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Benjamin Fauchier de la Vigne qui lui va plus être mon bras droit pour tout ce qui est business development, stratégie et aussi le côté légal. Lui est directeur de business development en Asie pour l'entreprise qui s'appelle Poma. Il est basé à Hong Kong. Olivier Hobbs qui m'aide pour la partie marketing et pour la vision globale du general management, qui est basé à Paris, qui a été une dizaine d'années directeur CEO du Club Med en Chine. Et Florian Lequin dont je parlais tout à l'heure. Donc lui, c'est officiellement retiré du board of directors, mais officieusement, je suis très souvent en contact avec lui.
c'est un petit peu un mentor pour moi. Enfin, il m'aiguille pas mal aussi sur toutes les stratégies que j'envisage. Je discute beaucoup avec lui. Non. Pardon, ils ne sont pas payés, mais enfin voilà, ils sont tous actionnaires en revanche de UAsia. Donc voilà, l'équipe, le cœur, c'est donc moi qui suis à Bangkok, Naor qui fait acte de CTO qui est basé à Singapour, qui a depuis une quinzaine d'années s'est spécialisé dans l'aide en fait au développement pour les startups. Et Christina Ortiz qui est basée à Bali, qui elle s'occupe de la partie relations clientèle et qui a elle-même fondé avec sa famille à Bali sa petite agence de voyage. Donc elle connaît parfaitement le marché indonésien et c'est une personne très importante justement pour le développement de nos produits. Voilà, ce sera tout. Merci. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à Elodie pendant le dîner. Avec un projet Success Story. Je crois qu'il est important de dire parfois ce qui ne va pas, mais surtout de préciser ce qui va. On vous l'avait un petit peu dit l'autre fois, il y avait une lettre d'intention qui avait été faite à l'attention de Johan, qui l'a entérinée. Richard, je sais qu'il t'a donné la possibilité de rentrer un petit peu plus dans le détail et de dire comment vont se passer les choses avec Johan dans un avenir très très proche. Il a accepté, oui ça marche, il a accepté un compromis qu'on lui a fait, une contre-proposition, avec une valeur légèrement révisée. On va faire un pacte d'actionnaires que j'ai déjà envoyé donc à notre ami François Louis. Il y a 7 investisseurs potentiels. Si vous êtes intéressés, je vous donne les noms. L'idée, comme on avait dit au mois de juin, c'est on cannibalise rien. S'il y a des gens qui sont intéressés, on réduit notre portion. Et si vous avez des velléités, soyez les bienvenus. Le programme, c'est... moi, je reste qu'un mois, donc tout ne tourne pas autour de moi. Néanmoins, François-Louis m'attendait. C'est finaliser un pacte d'actionnaires, finir la due diligence, regarder si on peut avoir... il y a Jean Balzemin, je ne le vois plus, qui m'a appris, parce que j'apprends beaucoup de choses, qu'on peut avoir une société 100% étrangère sans être au BOI. Donc c'est une piste à regarder. Ensuite, une fois que tous ces documents sont finis, c'est avoir des comptes intérimaires au 30 novembre 2017. Donc ça, on va voir s'il est vachement efficace avec son comptable aujourd'hui. Et la date pour finaliser et faire une AG extraordinaire, je lui ai dit ne rêve pas, c'est pas le 1er janvier, il veut le 1er janvier, je lui ai dit tout le monde aura la gueule de bois, ça sera le 8. Donc, pardon ? 2 janvier. Ah, mais le 2 janvier, c'est trop tôt. Il y a plein de Français qui seront tous. Voilà, c'est le 8 janvier, point à la ligne. Donc, c'est finalisé, il signe les documents. Et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, le 8 janvier, il a son argent. Et tu vas l'utiliser, en tout cas, par mois. Voilà, c'est tout. Je sais. Merci. Super, merci Richard. Bravo à Johan. On enchaîne avec ce qui voit le jour. Tout à fait. Mais on vous en avait un petit peu parlé l'autre fois, c'est-à-dire qu'on a mené une réflexion de dire mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer autour de BBA pour que l'on parle un petit peu plus de nous, pour qu'on ait des gens qui nous visitent, qui nous fréquentent, etc., etc. Et puis surtout qu'il y ait des jeunes entrepreneurs qui découvrent nos activités et qui nous proposent des dossiers. Donc une des pistes que l'on a trouvées, ou qu'on a proposées en tout état de cause sur cette voie-là, eh bien c'est d'organiser un concours. Donc on a commencé à travailler dessus, on a eu une réunion hier qui a été un petit peu plus courte que ce qu'on imaginait, mais pour autant on a progressé. C'est-à-dire que l'on a défini les premières étapes, on ne sait pas encore, on n'a pas encore rédigé ni règlement, on n'a pas encore rédigé tout ça, mais l'idée qui a été retenue quant à l'organisation de ce concours, c'est de dire, on va aller voir les partenaires que l'on a sur la plage de Bangkok. Les partenaires, c'est la Chambre de commerce, c'est certains institutionnels, mais c'est aussi d'aller voir des grands sponsors, parce que vous imaginez bien que, je vous l'avais dit l'autre fois, que la trésorerie du BBA va financer une des dotations qu'il va y avoir sur ce concours. D'ores et déjà, on sait qu'on mettra un minimum de 100 000 bahts, donc c'est déjà pas mal. À l'échelle de notre club, c'est quand même déjà pas mal d'argent, mais ça ne suffit pas
pour financer une entreprise. Donc on va aller voir des sponsors et essayer de leur proposer une activité ou tout du moins un plan média autour du concours qui va les séduire et qui va, on l'espère, mettre de l'argent pour participer au concours en termes de dotation, ou au moins être partenaire du concours pour le faire avancer. Donc c'est la première étape que nous avons décidé ensemble, c'est-à-dire d'aller voir la chambre de commerce. Emmanuel, où es-tu ? Voilà, il est là-bas derrière la caméra comme d'habitude. Donc avec Emmanuel, on va aller voir dans un avenir très 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 proche la chambre de commerce pour voir s'ils sont séduits par l'idée, car la ressource de la chambre de commerce va nous être très utile. D'abord en termes d'organisation, et puis parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà réfléchi à ce projet-là, donc ils seront peut-être séduits pour le faire avec nous. Et puis dans un deuxième temps, on va sélectionner. Et là, Frédéric a des pistes, nous avons des pistes pour aller voir 3-4 grands sponsors, et puis pour avoir un petit peu leur sensibilité, pour savoir s'ils nous suivent là-dessus. Donc on vous tiendra informé, n'est-ce pas Morgan, de tout ce qui va se passer là-dessus, sachant que déjà, ce qui est retenu, c'est que ça devrait se passer, la fin du concours devrait être pour décembre 2018, et avec une mise sur la place publique de l'idée du concours, premier trimestre 2018. Donc grosso modo, ça va nous laisser 9 mois entre le moment où ça va être annoncé et le moment où il va y avoir la remise des prix. Ce qui est raisonnable à l'échelle de nos capacités. Je crois qu'on en a parlé en interne. Si on avait que ça à faire, ça pourrait aller plus vite, mais malheureusement, nous n'avons pas que ça à faire. Donc, à part notre bonne volonté, il n'y a rien d'autre qui nous motive. Voilà. C'est bien qu'ils disent que ce n'est pas le comité Business Angel, mais c'est un comité spécifique. Tout à fait. Tout à fait. C'est mis sous la rubrique du comité Business Angel, mais le comité qui pilote ce projet de DBA Award n'est effectivement pas le comité Business Angel, puisqu'il est animé par Frédéric, il est animé par Emmanuel, il est animé par notre célèbre Élodie maintenant. Richard participe à nos travaux également, et votre serviteur qui y met le temps dont il dispose. Voilà. Si un des membres BBA souhaite se mobiliser sur l'opération, c'est comme il is welcome. On est d'accord. Mais d'ailleurs, ta réflexion est tout à fait pertinente, que ce soit sur ce projet-là ou sur d'autres projets. On a des gens qui nous rejoignent chaque mois, donc des nouveaux membres. J'en vois un juste devant moi, mais il y en a d'autres. Si vous avez envie de participer à des comités, participer à certains travaux, il est évident que vous êtes les bienvenus et qu'à la limite, ça nous ferait plaisir qu'il y ait d'autres gens qui nous rejoignent et qui animent les différents comités. Merci de le rappeler. On peut déposer un dossier pour avoir le droit, je pense pas à moi. Je suis un peu vieux pour un certain peur. J'ai envie de dire non, on n'a pas encore rédigé le règlement. Mais le but c'est de créer du flux, c'est de faire que les choses bougent sur la planète business à Bangkok, et que ce n'est pas réservé, ou tout du moins par défaut, les membres ne peuvent pas postuler. Voilà. Ce n'est pas figé dans le marbre pour l'instant, mais je pense qu'on va aller vers cette orientation-là. Si vous avez d'autres questions sur ce projet-là, ou si d'autres veulent nous rejoindre, ou si vous avez simplement une idée, un truc qui vous traverse la tête en vous disant « mais tiens, au fait, tu devrais penser à ça, parce qu'il y a quand même un intérêt et qu'on n'y a pas nécessairement pensé », n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur la boîte de BBA, Mylène nous le retransférera, ou vous nous sollicitez directement, on a tous à peu près nos numéros de téléphone, donc faites-le. Oui. Non, question, c'est quoi en ligne les critères, c'est ça, pour le voir. Les critères, alors on a travaillé un petit peu là-dessus hier, où on disait on va faire des catégories avec quelle typologie de personnes d'une part, ou on va faire des catégories avec une typologie de nature de business, le food, le service, l'industrie ou des choses comme ça. Et puis chemin faisant, réflexion avançante, on est quand même en train de se dire que l'on n'est pas la ville de Paris qui fait ça depuis 10 ans, ou on n'est pas un grand institutionnel avec beaucoup d'argent qui mène un grand concours. On en est qu'au balbutiement, ça n'a jamais été fait ici. Donc aujourd'hui, je pense que, à affiner, mais je ne suis pas certain que l'on fasse des catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va l'ouvrir à tout créateur d'entreprise ou à toute entreprise existante nécessitant des fonds pour développer un nouveau business. Donc ça va être la typologie d'Élodie qui était là ce soir, qui nous a présenté. La société existe, elle a 4 ans, elle fait son chiffre d'affaires, elle gagne à peu près sa vie avec, mais par contre elle a besoin d'un élan
pour développer quelque chose. Ces gens-là rentreront dans le moule. Inversement, la question que l'on se pose encore, pour des raisons assez juridiques, c'est de dire est-ce que l'on prend des gens qui ont déjà leur société et un projet, ou tout du moins un petit bout de chiffre d'affaires, ou au moins un aspect juridique cohérent de l'entreprise ou pas. Je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, je pense que l'on ne va prendre que des sociétés qui existent ou des structures juridiques qui existent. Pour une raison relativement simple, c'est que les dotations, celle du BBA, on peut la faire en numéraire. C'est très facile. Mais si on a des sponsors, on va citer, je sais pas, un francophone que tout le monde connaît, on a Michelin qui nous suit sur le projet et qui dit moi je donne 200 000 bahts ou 100 000 bahts ou peu importe quoi, pour que Michelin fasse cette dotation, il ne va pas pouvoir passer par le club le club va reverser, il va donc devoir faire une dotation à une entité juridique existante. Et pour ce faire, il aura besoin d'une existence réelle. Il ne va pas donner des billets de 1000 bahts à une entreprise. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est vrai qu'on n'en est encore qu'au balbutiement. L'idée marine, si vous me permettez l'expression, depuis pas mal de mois, n'est-ce pas Thomas, on en a parlé déjà il y a bien longtemps, là elle émerge parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de créer du flux autour du club, et puis parce que il y a quand même des choses qui bougent au sein du club, c'est que le club de plus en plus a des relations avec les institutions. Ça a été des visites avec l'ambassade, c'est des relations avec la French Tech, mais elles sont historiques, c'est des relations avec les gens de Business France, etc., etc., etc. Et que de plus en plus, si au départ on était une bande de vieux copains qui se rencontraient pour voir des canons et parler un peu business, plus ça va, plus notre club se structure et a des relations qui sont bien évidemment pas celles de la Chambre de commerce. Mais pour autant, il y a une crédibilité qui se met en place petit à petit. Donc c'est pour ce faire, et pour être partenaire de cette planète business, même si elle n'est que francophone pour nous, mais on va l'ouvrir également aux autres, enfin aux non-francophones. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va essayer de faire quelque chose qui va regrouper un petit peu l'ensemble des différents acteurs. J'ai répondu à ta question ? Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus ? Oui, Jean, pardon, je t'avais vu, mais je t'ai oublié. Pardon. C'est juste une remarque pour avoir participé à des choses de même nature. Une autre façon de catégoriser, c'est de penser qu'il y aura des gens qui sont plus pro et d'autres moins pro. Par exemple, on est dans un pays où il y a des micro-projets. Les gens porteurs des micro-projets, ils sont moins peut-être la facilité de parler en public, d'expliquer un projet. Leur projet n'est pas de même ampleur, en même temps ils sont dans la vie locale, il y a des choses très positives, très différentes. C'est de catégoriser par nature de projet de ce type-là. Par exemple, je pense que les concepts, et si tu dis qu'il faut que l'entreprise est déjà assis, enfin déjà en activité, ça peut être des micro-projets, ça peut être des projets plus innovants, ça peut être des projets... On peut avoir une autre façon de catégoriser qui ne soit pas la catégorisation classique des grands awards. Alors, la réflexion qu'on a menée sur cette catégorisation, je vais y arriver, on s'est dit, mais est-ce que combien de projets on va séduire ? Je reviens sur la ville de Paris parce que Frédéric qui a travaillé beaucoup, la ville de Paris c'est plus de 500 projets. Il lance le concours, il y a 500 projets qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il y a toute une équipe qui trie. On n'a pas cette prétention-là, je ne suis pas certain qu'il y ait 500 projets. Donc la catégorisation a aussi l'objet que de faire des parts, de faire des prix spécifiques, etc. etc. J'aimerais que l'on ait vraiment beaucoup de projets, vraiment je l'aimerais, des petits, des gros, des moyens, enfin tout ce qu'on veut bien. L'action qui va être menée avec Philippe, Richard et moi d'aller rencontrer des instances un petit peu plus institutionnelles de la version taille, on leur en parlera et ça en séduira peut-être. Mais si on catégorise trop la nature des projets, si dans telle catégorie on en a deux, c'est moins évident à gérer. Et malheureusement, cette donnée, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et c'est pour ça que l'on a décidé de lancer et de tester les institutions qui nous entourent et les grands sponsors pour voir si ça les séduit. Parce qu'il est très clair, et on sera déçus, mais vous nous le pardonnerez, que si tout le monde nous dit attendez, votre truc c'est de la daube, on ne veut pas entendre parler, et ben on reprendra notre cartable puis on essaiera de trouver autre chose. Mais pour autant, on va essayer quand même. Et que c'est la réponse d'un certain nombre d'institutions, c'est la réponse d'un certain nombre
de sponsors éventuels qui vont nous faire aller plus en avant ou pas. Parce que même si on est plein de bonne volonté, malheureusement, c'est pas avec nos 100 000 bahts que l'on va exciter la planète business. Hein. Mais pour autant, on essaye. Et partant du principe que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas, eh ben on remonte nos manches. Vous avez d'autres questions ? Morgan, Merci. on continue. Oui, bonsoir. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois. Il y avait un événement à Singapour qui était un petit peu similaire à ce qu'on avait eu à Bangkok avec l'APM, avec la venue d'Oussama. La différence cette fois-ci, c'est qu'il y a eu 5 speakers qui sont venus pour parler de thèmes quand même relativement liés, créativité, marketing numérique, design, enfin pour ce genre de choses. Alors on a d'abord eu Surya Sparks, qui est une des premières influenceurs sur Singapour. C'est une jeune femme qui en partant de rien, avec juste des études de diététique, a réussi à monter un espèce de petit empire. Elle a quand même 172 000 followers sur Facebook. Et elle vend des régimes, des méthodes pour... en 2016, elle a fait 10 millions de dollars singapouriens de vente quand même. Enfin, c'était plus c'était vanter l'authenticité, être soi-même. Elle a grandi toute seule uniquement en organique, uniquement en racontant sa vie, qui était... c'est un peu David Copperfield à l'origine, mais comment, à force de persévérance et de... Oliver Twist. L'orphelin. Voilà, c'était ça. En deuxième, on a eu un gentleman. On a eu Karim Rachid, je ne sais pas si on a qui sont dans le design. C'est un designer d'origine égyptienne formé aux États-Unis qui met beaucoup en avant l'utilitarisme, je ne sais pas si le mot et des objets, du design, ne plus faire du design qui ne sert à rien, faire du design qui est utilitaire, pardon. C'est quelqu'un qui a quand même des collections permanentes dans une vingtaine de musées dans le monde, dont le Museum of Modern Art, dont le Centre Pompidou. Donc un petit peu comment nous apprendre à nous émanciper un petit peu des barrières qu'on pouvait avoir. Quand on parle de design, on fait de l'art déco, on fait de l'art nouveau, on fait du pop art, on fait je sais pas quoi, mais on fait toujours quelque chose. Lui, c'était plus, affranchissez-vous de la mode, de ce qui existe, et puis soyez réellement créatifs. Alors ensuite, on a eu un anglais très, très original, le roi de la public relation. Son surnom, c'est The Ideas Man. C'est quelqu'un qui crée 2-3 concepts par jour et qui surtout les mène à bout. Il a la particularité d'avoir été 44e des ventes sur Amazon il y a quelques années avec un livre qui s'appelait « À quoi pensent les hommes quand ils ne pensent pas au sexe ?» et il y avait 200 pages blanches à l'intérieur. Là où c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'il a eu une telle pub qu'il a été contacté par différents éditeurs et que son livre a été traduit en 9 langues. Très sérieusement, il touche des royalties d'Espagne, du Japon, de Croatie, de Grèce, de Slovénie, tous les pays. C'est quelqu'un qui, sa spécialité, c'est faire parler de lui pour vendre ses produits derrière. Donc il est allé voir HSBC, il est allé voir ses avocats, il a changé de nom pour s'appeler Dieu. God. Il est allé voir HSBC, il dit je voudrais une carte platine avec sur le nom sur la carte de crédit God. HSBC a refusé, ça a été très loin, on lui a dit il faut un nom, un prénom, donc il a dit je vais m'appeler God Almighty. Ça n'a pas marché non plus, mais bon, il est passé au journal télévisé, ça fait parler de lui, ça fait vendre ses bouquins, ses gadgets, donc c'est beaucoup de gadgets. Là, une petite vidéo qui dure 1 minute, qui va vous présenter, il a repris la pub qui a été faite par Apple pour l'Apple Watch, et il a inventé la Not So Smart Watch. Il en a quand même vendu quelques dizaines de milliers, donc je vous laisse regarder brièvement. We're often faced with a paradox when we design to make products smaller and lighter, while at the same time more powerful. We actually started work on this product.
arrêté, mais il est hyper poli en fait. Qu'est-ce que tu as appris pendant ta tour? Qu'est-ce que j'ai appris? C'était vraiment. Years ago. There's a simplicity to it, but there's nothing precious about it. We're introducing an unparalleled level of technical innovation combined with a design that connects with the wearer at an intimate level. We've had to invent other input technologies designed specifically for a product this small. These are subtle ways to communicate. You can send a quick sketch. The watch provides a comprehensive picture of your daily activity. This integrity, this durability, inspires confidence in a product that's meant to be taken places, handled, and really used. The more we reduce a product's physical volume, the more difficult it becomes to increase its power and maintain its battery life. The watch also houses a unique charging solution. It uses multiple technologies, keeping time to plus or minus 50 milliseconds. I think we're now at a compelling beginning, actually designing technology to be warm, to be truly personal. Il a eu, ça c'était la vidéo originale, il a eu quelques problèmes avec Apple au sujet de la pomme, de la poire et de la feuille, donc il a enlevé la feuille, il a mis deux poires qui se faisaient face à face. Bon, ça a l'air complètement... Thank you very much. Ça a l'air complètement débile, mais enfin bon, il devait se faire 2 ou 3 euros par montre, il en a vendu 20 000, donc... alors il a ça, il a inventé des tas de choses, il a inventé une application, il ne trouvait pas de femme, donc il a inventé une application, une dating application qui s'appelle Shed C-Move, donc il a appelé Shinder, donc vous connectez dessus, vous swipez à droite ou à gauche, mais on peut swiper qu'il n'y a qu'une personne, c'est lui. Donc si vous êtes un homme, il va vous dire désolé, Shed n'est pour l'instant hétérosexuel et n'est pas intéressé, mais il garde vos contacts au cas où il changerait d'avis. Et donc il m'a dit qu'il avait quand même il avait eu 250 jeunes femmes intéressées, il en avait rencontré une quinzaine et il avait conclu avec 3. Donc ça lui a valu de passer à la BBC, de passer d'être invité à certaines télé américaines, il a fait la une de quelques journaux. Donc toujours dans comment faire parler de soi. Donc ensuite on avait, alors je ne sais pas si je vais réussir à prononcer son nom, Minea Georgiou, qui est un Roumain qui est Global Director of Creativity chez Publicis. Donc lui, son message, c'était think out of the box. C'était vraiment, pareil, laissez libre cours à votre imagination, ne suivez pas la mode. Pour lui, la créativité, c'est pas d'analyser qu'aujourd'hui, sur Facebook, les pubs verticales, les vidéos verticales ont un taux de conversion de 0,75% supérieur aux horizontales. C'est vraiment se réinventer. Alors, une première vidéo, c'était pendant la campagne électorale américaine. Bernie Sanders a fait une connerie. Il a dit il est temps d'un petit peu que l'Amérique se réveille. Et il a dit figurez-vous que je viens de découvrir que la vitesse moyenne de l'Internet aux États-Unis était inférieure à l'Internet de Bucarest. Donc ça a donné. How would you react if this is the publicity your city gets? Internetului în România stârnește invidia americanilor la cel mai înalt nivel. A devenit subiect în campania electorală din Statele Unite. Democratul Bernie Sanders a scris pe o rețea de socializare că este inacceptabil ca românii să aibă internet mai bun decât americanii. Ce să se schimbe? Adică să scadă viteza în România sau să crească Statele Unite? În primul rând, zice ceva despre modul în care suntem văzuți în străinătate. On March the 3rd, Bucharest's internet speed shocked US presidential candidate Bernie Sanders, and people noticed. But while some took offense to it, we saw
saw an opportunity to promote Bucharest, especially now, when it's a candidate to the European Capital of Culture. In less than 10 hours, we created and launched BernieSpeedTest.com, a website that allowed anyone in the world to find out their internet speed and compare it to Bucharest's average. Depending on their speed, they also got one of over 30 meme-like reactions from Bernie. Then we linked BernieSpeedTest.com to the Bucharest 2021 website, so people can discover that Bucharest has so much more to offer than just fast internet. On the first day alone, we had more than 130,000 unique visitors from 172 countries. The website made it to prime-time national news and got picked up by major international press publications, generating free media worth over $1 million. By literally using our internet speed, BernieSpeedTest.com gave Bucharest the positive global exposure it deserves. Voilà, donc une idée comment à partir de ce qui serait une insulte, un problème ou autre, comment en tirer avantage, en tirer parti et en faire un succès. Alors un deuxième exemple, c'était au sujet dans les réseaux sociaux. Quand il était à New York, il avait un ami qui a ouvert un restaurant un peu sud-américain branché. Et cet ami n'avait pas énormément de budget et voulait alors le principal problème, comme c'était un petit peu fusion, il y avait des plats avec des noms très compliqués, j'en sais rien, les lits de fleurs du jardin sur, je sais pas quoi, parce qu'on peut voir dans des restaurants un peu branchés, ça fait bien de donner un menu, vous savez pas ce que vous mangez. Donc c'était comment les gens demandaient tout le temps au serveur, mais qu'est-ce que c'est que ce plat, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce bidule. Donc ils ont réfléchi à une solution pour d'une part permettre aux gens de savoir ce qu'ils allaient manger, leur donner envie d'essayer les plats, et d'autre part faire parler gratuitement du restaurant, puisque les propriétaires ils ont dit on a un budget zéro. Donc vous allez voir. Maintenant, vous avez énormément de restaurants partout dans le monde qui utilisent cette technique. Vous allez avoir, je sais pas, on est au Pullman-G, ce sera le hashtag menu Pullman-G, ce sera hashtag menu le bouchon ou donc encore une fois, comment la créativité, quoi, ne pas se tenir tenu par des barrières et vraiment laisser libre cours à son imagination pour créer quelque chose. Slide. Réuploader. Bon, c'est pas grave. Le dernier intervenant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Gary Vaynerchuk, qui est un petit peu le grand gourou du digital marketing. Est-ce que Laurent Perche est là? Oui. Ouais, oui. On a eu des discussions là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui est actionnaire de Facebook, de Twitter, de Uber, de pas mal de choses. Il a commencé avec un business familial de distribution de vin. Il a ensuite monté une compagnie de médias, enfin principalement de marketing digital. Il a quand même, il doit être à 850 employés. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux. C'est sa spécialité. Donc il a 3 millions de fans sur Facebook, il en a 3 millions sur Instagram, il en a 2 millions sur YouTube, 2 millions sur LinkedIn, etc. Donc quelqu'un qui est venu, qui a une façon de parler très, très directe. Il arrive en jean, en basket, il dit fuck dans une phrase sur deux, mais il dit ce qu'il a à dire et il a des messages vraiment très, très percutants. Voilà, la vidéo manifestement c'est pas
Est-ce que tu peux aller sur le deuxième, pas le dernier, pardon, avant dans le... Là, derrière la vidéo, là. À gauche, là. Bon, juste un petit extrait. 99% of people don't have patience, and the two groups that I talk to the most are, that's why I make content for 50, 48, like I want to do more content for, I'm going to do content that's like, are you 48 and target 48-year-olds? Are you 52? Like I'm very hot on that group because of my thesis, and I'm very hot on your group because you're young and you want, and like patience is my secret weapon. And nobody wants it. Everybody shakes their head when I say it. Nobody. That's right. Everybody shakes their head when it comes to patience, but none of their actions speak to it. I live it. Donc c'est quelqu'un qui est très très fort. Si vous suivez un petit peu sur tous les réseaux sociaux, il doit y avoir 10 ou 15 vidéos qui sortent par jour. Et il répète toujours la même chose. Il a 15 ou 20 points qu'il répète tout le temps. Et comme il le dit lui-même, c'est 98% la même chose et il y a 2% d'habillage. Et ces 2% font qu'il y a un moment, vous allez entendre une de ces vidéos, les 2% qui ont changé vont vous parler, vont vous concerner, vous serez dans l'état d'esprit, l'état d'humeur qui fait que ça va vous parler. Et en gros, c'est bosser, arrêtez de trouver des excuses, arrêtez de penser, allez-y, essayez, n'écoutez pas les autres, bougez-vous les fesses. Et voilà. Donc le dernier intervenant, il est arrivé sur scène en disant « je ne vais pas vous dire qui je suis, vous savez qui je suis ». Donc ça a été 4-5 heures de juste d'échange, de questions, où il répond très direct. Il y a quelques personnes dans l'assistance qui ont posé des questions qui sont parties en larmes. Mais voilà. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Je voulais juste te dire d'abord merci d'être allé si loin et vite. On nous a parlé de plein de choses, c'était super intéressant, mais je te laisse nous expliquer. Ça marche, donc on a organisé mardi le premier Elevating Purpose Summit et le but c'était de parler d'un management un peu différent, ce qu'on appelle un management qui vient du cœur et pas juste de la tête, et de parler de leadership d'une façon aussi différente. On parle souvent de leadership de façon assez impersonnelle sans vraiment parler de leadership ici finalement. Et donc le but c'était on a eu 7 intervenants qui sont venus, on a eu un ancien CEO de la LIC qui était là, qui bossait chez LVMH et tout, et qui était un successful entrepreneur et qui à 40 ans a fait un énorme burn-out et qui est parti en Inde et dans d'autres pays à la recherche de soi-même, qui maintenant fait du healing par exemple. On a eu un Américain qui a parlé de comment construire une communauté autour de la recherche de sens dans l'entreprise aussi, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup la jeune génération, c'est-à-dire travailler pour une entreprise avec laquelle ils sont connectés, les valeurs de l'entreprise leur parlent, ils ont envie de travailler dans cette entreprise. Donc c'était vraiment le sujet, c'était ça, c'était le inner leadership. Donc on a eu un peu de méditation pour finir, et voilà, donc on voulait toucher les gens et dire qu'être un leader, c'est aussi se transformer soi avant de vouloir avoir 200 personnes et pas savoir forcément comment les manager via le cœur. Donc c'était le but de l'event. Voilà. Et on a eu 80 personnes qui sont venues, c'était une première, donc c'était bien. Il y avait François-Louis qui était là, Richard qui est venu le soir. Et ouais, c'était un très bel événement dont j'espère le refaire l'année prochaine, probablement au mois de mai. Et le faire en plus grand avec des workshops un peu plus, je dirais, dynamiques. Là, c'était principalement du contenu, mais faire quelque chose de plus dynamique et peut-être sur 2 jours. En tout cas, c'est un beau succès. Merci à ceux qui sont venus et qui ont soutenu l'événement. Merci. Merci à toi. C'est important si autour de vous, parmi vous ou des membres même organisent des choses, faites-le savoir parce que dans la mesure du possible on participe, mais dans tous les cas c'est très intéressant parce que on ne sait pas tout à tous les moments. Donc ce qui s'est passé à Singapour c'était un petit peu plus loin, mais c'était vraisemblablement excessivement intéressant. Ce qui s'est passé mardi, on a passé vraiment un très très bon moment parce que c'était agréable, sympathique mais efficace aussi pour remettre les cervelles dans le bon sens parfois. Donc n'hésitez pas à faire part de ce à quoi vous participez ou de ce que vous organisez vous-même. Merci François-Louis. On enchaîne car le start with an introduction about yourself. Well, first I'd like to say thanks very much for inviting me along to talk today. It's not often I get the opportunity
to talk in front of non-scientists, so thank you very much. I'm a lecturer in ecology and conservation at Mahidol University, and today I've been asked to come and give a talk about my perspectives of the plastic problem, and also at the same time to give a little bit of a talk about what I do in my work and what we're trying to achieve, I guess. I'm very lucky in the fact that because I'm an ecologist, I get to spend most of my time outside. And one of the presenters earlier talked about the value of experience and what people are looking for when they go out somewhere. And I feel the same way with my students and my classes. I want to give my students an experience of real life problems. So I take them out all over the place, and that's why I'm kind of lucky. One of the places I take them to is a waterfall. And sometimes the water is flowing and sometimes it's not. So I ask my students why, and immediately they answer, it's climate change. But I'm forced to teach them the fact that there is sometimes more to it than first inspection. So we have to look behind the scenes. So we walk back a couple kilometers to the source of this river, and the fact that whenever we go, it's always the same level of water. But when there's no water in the waterfall, that begs the question, well, why? And that's when we start to point out the fact that, well, they're growing crops right by the source, including these bananas, which are very thirsty plants. So there's a lot to what's going on in life that we don't understand, but we must realize that whatever we do, there will be impacts downstream, and that's where I come in. Other places I take my students to are mangrove forests, there's a picture behind there, but also rocky shores. And I take my students all over the place to enjoy what the nature has to offer for us. But regardless of where I go, we always end up in these kind of situations where there's lots of plastic, even in the most remotest of places, and on beaches where nobody ever goes. There is always plastic there. On Got Dao, another island I go to, the problem is even worse. They literally have mountains of trash on that island, and it's only now that entrepreneurs are beginning to look at that trash as a source of income and to deal with it and also make some money at the same time. It's happening, but it's happening rather slowly. But most of my work is pretty close by to where I work in Mahidol, in the islands off the coast of Pattaya. I work primarily at Got Sak, which is this near island to Pattaya coastline here. And the issues with the near and far islands is the fact that the near islands suffer immensely because of tourism, whereas the far islands suffer because of fishing. And I'm often asked, well, why do you spend so much of your time at this small little island? It's 250 meters wide. It takes 2 minutes to walk from one side of the other. And my answer is always the same. This island has a very rich history. It's got the footprints and handprints and the signatures of King Rama IX and Queen Sirikit. It's also got the footprints and handprints of the Apollo 11 team 3 months after they came back from the moon. So it's a globally unique island. Nowhere else in the world offers these same things. Another reason is the fact that it has a very vibrant coral reef that's extremely relevant in a warming world. And that's because this reef system here is very shallow, so it experiences high temperature and high light, which are perfect conditions for coral reefs to bleach and potentially die. But I've seen this reef bleach 3 times in the last 5 years, with almost 70 to 80% of all of the corals bleaching, and 90% of all of those corals actually recovered, even though there are lots of tourism activities taking place at this island. So that this means that this reef is extremely resilient. It can bounce back from disturbance, and it's very likely to survive global climate change, which is good news for reef systems, because if we play our cards right, this reef system itself can become a source of recruits in that warming world, which means that from this reef system, new coral reefs can actually be created. So my work primarily is aimed at managing this island, or aiming to try to convince people to manage this island for biodiversity and education reasons. And the reason why is because tourism to the island at the moment
is converting this very healthy reef into an unhealthy reef because of disease and because of damage. And a lot of that has got everything to do with choices that are made. The choices we wish people to make would include quality tourism. Now, that does not mean expensive tourism. What that simply means is the providers to this island take people there without the negative impacts that tourism seems to be creating day in, day out at every island that I go to, and I go to a lot. So what we've been talking to the owners about is dealing with the issues that this island actually has. And the first issue is water. There's always a problem. They don't have any, they have to ship it in at great expense. The second problem is trash. And it's a huge problem on the island, not just because of on the island, but because of what happens outside. I'll talk more about that in a moment. But there's another problem with coral reef damage. The island itself is visited by tourists that are coming and they don't know where they are, they don't know what they're doing. And at different seasons we have the sea walkers, which are boats on which people put a helmet on, go underwater, and then feed the fish, which incidentally is illegal, but they do it. And they also damage the reef in many different ways. Through anchor systems, through feeding the fish, it destroys the ecosystem of the reef itself. They anchor on the reef and they actually destroy corals to create an activity for their tourists. It's a very destructive practice. But it's not just in the South Bay that this happens. It also happens in the North Bay, where 70% of corals show some form of stress or disease or lots of damage. And I don't know if you can notice, but these are footprints. I've been observing tour guides and tourists, and I count the number of times that they stand on the reef, and it is incredibly frightening how often people will stand on the reef. And what's worse is that tourists with a tour guide are more likely to touch the reef than tourists without a tour guide. So tourists are being trained to destroy the reef, which is a real problem. I've also been discussing with the owners about the fact that we need to promote this island, not for mass tourism, which is taking place at the moment, but to promote sustainable tourism. And it's very difficult to get that idea across as to what sustainable tourism is all about. So we put it up to ourselves to create sustainable tourism. But I'd like to spend the first couple of minutes now just talking about the trash that this island actually suffers with. The island's very small, surrounded with reef, and if I was to take you to anywhere and any point on this island, you would find trash, and plastic trash, and it's not surprising whatsoever. Since the 1950s, we've produced about 8.3 billion tonnes of plastic waste, which will never go away. 60% of that waste is in the environment, either wild out there in the environment or in a landfill somewhere waiting to get out into the natural environment. And it's no surprise really when we consider that most of the plastic that we consume is for single-use packaging, which will very quickly end up in the environment, and that's where me and my research group come to clean up. Every time we go to the beach of that island, we're confronted with the plastic waste, day in, day out, that comes from outside of the island. On the first day we picked up over 500 shoes in a beach that's 90 metres long. That's an incredible amount of shoes, and an incredible amount of foam and plastic pieces and straws. So we took it upon ourselves to do something about this, which is why we started this Project Got Sag. It's a Facebook group. I'm not social media savvy, so we don't update it often, but it's a group that we can communicate with people who are like-minded, who want to come along and help us create something that's different. And the island itself is beautiful, except for the beaches. Every time we go, this is the picture that we're confronted with of that same little South Beach, which is 90 metres long, and you can probably see what's there, plastic, plastic and more plastic. So we take it upon ourselves to clean it all up, because, well, I think it's our moral duty to do that.
But we don't just pick it up and pat ourselves on the back and say, job well done. But we do all of this for one simple reason. We need to get it out of the environment, because if we don't, it will get into the marine environment and stay there for a very long period of time. What we can see in this map is the plastic pieces of different sizes. And you can see that there are tens to hundreds of large pieces of plastic per square kilometre of the surface oceans. But it's the smaller pieces in which we find that there are hundreds of thousands and even millions of pieces in the open ocean. But what's even more worrying than the numbers is the fact that there are actually fewer small pieces than we would anticipate based on the fragmentation rates of large pieces. Now that quite simply means that those small pieces are going somewhere. A lot of the plastics that end up in the marine environment will end up on some beach, regardless of where that beach is. This beach is in the middle of nowhere, literally, and every single day, about 30 new pieces of plastic will be dropped onto that beach for every 1 metre stretch of that beach. There are millions of plastic pieces on that one island alone. A lot of the plastics will come down the rivers, especially the rivers here in Southeast Asia and Asia. Primarily because there's a huge problem with mismanaged plastic waste. We don't deal with it very effectively out here where we're now living. So once on land, regardless of where it is, it will eventually end up in the aquatic system, a local stream or canal or river, and then, of course, it will empty into the ocean, where we will pick it up. This is primarily the reason why I was asked to get involved with the Bangkok River Clean Up the World event back in September, because of the work that I do in Gotsak. They wanted to do something different, and I suggested, well, let's do a quantitative study of the trash that we find on the beaches and, of course, in the streets of Bangkok. Now, what this simply means is we don't just pick up everything. We pick up everything in a known area and then quantify it, count it. How many pieces of every kind of plastic do we find? And it takes us a long time, but it's a very fruitful job, because once we know what's out there, then of course we have better information so that we can make an informed decision about what we need to do. And it's very easy for us to sit by and say, look at all those plastic bottles. It's those damn tourists coming here ruining our environment. But we don't find many tourists using air fresheners or fridge doors or even bleach. A lot of the problem is actually from the tour providers. And I don't know if you noticed, but all these plastic bottles and pieces of foam were actually in a black bin bag, meaning that that tour provider threw it over the side of the boat, along with all this other trash. Now that creates a problem, all sorts of problems, and it's one that we're aiming to deal with. And we're aiming to deal with it by quantifying everything that we see and also classifying it. Because if we know where it's coming from, then we can approach the people and say, what are you doing? So here, what I've got is one of the forms that we use to count what we pick up off the beach. And this is just for the plastic water bottles. So we know, on record, over the last couple of years, all the different brands of water that have made it onto that beach. And what's interesting is it's not the well-known brands that we all assume it will be. There has been a shift from the big named brands to the more local brands. And for me, as an ecologist, this is very interesting, because I'm looking at this waste as a species, an invasive species. And as an ecologist, I know that species will change over time. And that is what I'm seeing in the waste that we pick up. Not just with respect to the amount of drinks, water bottles and drinking materials, but also the other kinds of plastics that we find. The cooking oils, the beauty products and the engine oil bottles. Hundreds of these kind of plastics are finding their way into the beaches, along with glass bottles and plastic cups and straws and foam and so on and so forth. So we're getting lots and lots of information. But it's not just the big bits of plastic that we're worried about. It's the straws
And of course the microplastics, the small bits of plastic, which are broken down from the large pieces of plastic. So we've been quantifying the amount of plastic waste, and we classify it by both size, but also by colour. And we sieve it all so that we can get the small pieces. And you probably can't notice, but in this picture here, we can see lots of cotton buds. Now, as an ecologist, I know that that's an immediate sign of sewage-contaminated waters. And every beach that I go to in Thailand has this on its beaches, indicating a potential health problem. The microplastics themselves are problematic because we all know that animals out there will eat plastics, but the smaller the piece of plastic means that a wider variety of species can actually eat these plastics. So I've been counting these plastics, and for every square metre I'm finding about 1,000 pieces of small pieces of plastic, and half of the plastics that we find between 1 and 2 millimetres in size are these nurdles here. These nurdles are the pre-production plastic resin pellets that are then melted to make all of the plastic products that we consume. The fact that we're finding them on the beaches tells us that it's coming from the rivers and or the ports. And just up the road from Gok Sak is the world's 27th largest port, Luang Prabang. So this is a problem, because all those small bits of plastic are then available for life to consume, including the corals that I know and love, that I spend most of my time measuring. These corals will consume those tiny bits of plastic because, well, they're filter feeders. They will filter out anything that's in the water column, including these plastic pieces. Of course, they gain no nutrition from the plastic. They may actually gain chemicals absorbed to those plastic pieces. But the biggest problem is the fact that if that plastic piece is within its gut system, then food is not. It is not getting the nutrition that it requires to grow successfully and to reproduce, and of course to be able to survive. But it's not just corals that find plastic tasty. All sorts of other species do. Species that are really worrying from an ecologist's perspective. These are all copepods, which are zooplankton, the tiny little animals that eat the plants in the ocean. And all of these species are known to eat and consume plastic pieces. Now, the zooplankton are the base of the food chain. They eat the plants, and then of course we've got the fish that eat the zooplankton. But the fish that eat the zooplankton then will also eat the plastics that the zooplankton eats. But we also know at the same time that fish, especially the larval fish, will also eat plastics. And when they eat the plastics, we find that not only does it reduce their chances of surviving, but those that do survive grow smaller and are more likely to eat more plastic, with the fact that there's more plastic out there for them to eat. So it's an ecological calamity just waiting to happen. Now, you may sort of distance yourself from the fact that, well, yeah, but I don't eat fish or I don't eat zooplankton, but I'm sure we like to eat mussels and oysters, and even these creatures are known to have plastics within them. Now, what's even more worrying is that we know when we eat these animals, we actually allow them to depurate. We allow them to clean themselves out so that we don't end up eating the sand. So we live in an expectation that after depuration, those plastics will be got rid of, but they're not. They are still there after depuration, which simply means that we are eating that plastic that filter feeder removed from the water column. So it begs the question, well, if so many different animals eat this plastic, then what are they doing it for? Why do they eat this plastic when it will eventually kill them? Well, the answer is not as simple as we might imagine. It's quite a complex one, and one that is extremely interesting, because
what actually happens is we have the phytoplankton, the very base of the food chain. And they have this chemical which allows them to float. If they didn't have that chemical, they would sink out of the light and then, of course, die. So the fact that they have this chemical allows the phytoplankton to survive. When the zooplankton eat that phytoplankton, it releases a chemical called DMS. At the same time, it releases this acrylic acid, which is a poison. So it's a defense mechanism that this phytoplankton has to produce this chemical. Now, this chemical here, DMS, serves two purposes. The first purpose is it will be released into the atmosphere, and then it allows for clouds to form. Now, if those clouds develop, it increases albedo, which means it makes the Earth's surface more reflective. And if it's more reflective, it will reflect more incoming solar radiation, which means it will make the Earth cooler. So that's a great benefit. But also, at the same time, this chemical is an infochemical. It provides information to other species relating to where can I find food. These birds, for example,